Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Thomas Levac, comment ça va toi? Je trouve ça génial que c'est moi le podcasteur, mais c'est toi qui as le meilleur équipement. Je suis content. Ouais, j'ai un micro de base là, acheté dans une cour arrière chez Addison en temps de pandémie. Puis C'est c'est pas cool. mal ça. Cool! Ah, c'est comme si tu achetais de la cocaïne, je trouve ça exceptionnel. Tu ris, mais c'est vraiment Phil Roy qui m'a donné le numéro du gars qui travaille chez Addison. J'ai dit, moi, je veux pas rentrer dans le magasin. J'ai pas. On dirait qu'il disait non. Il dit, donne-moi ton numéro de carte de crédit, je vais faire la transaction. Il est sorti dans le cours, il m'a donné la boîte. C'était. Il marche, je suis content. Il fonctionne, puis ça m'a coûté 72 $. J'ai eu un rabais de 10% en plus. Ça a été vraiment smart. Yay! OK. C'est magnifique. Maxime chez Addison, merci. Yo, what's up, Maxime? Yeah! Commençons très abruptement comme tous mes podcasts. Tu es né en quelle année et où? Je suis né en 1983 à Saint-Hyacinthe. Ça me fait quand même rire parce que je le divulgue pratiquement jamais, mais je me suis dit Thomas Levac. Je peux bien dire mon âge. On dirait que parce que personne gage que j'ai 36 ans dans la vie. Tout le monde fait comme, ah, toi, tu fin vingtaine, début 29, 28. trentaine, tu sais. Je suis tout le temps content de ça. On dirait que c'est une des grandes peurs, moi, vieillir. Fait que je suis comme, ah ouais, ouais, c'est ça. Début trentaine, mais 36 quand même. J'approche de 40. Qu'est-ce qui te fait peur de vieillir? Je ne sais pas si c'est en fait la peur de vieillir. Je pense que c'est de continuer les rodages puis tout ça, puis continuer à aller dans des bars comme le Jockey, puis de voir que le crowd, c'est du monde de 20-22, puis faire OK, j'aurais plus les mêmes référents m'amener, puis ça serait. Je pense que le fait d'avoir commencé l'humour tard, c'est ça qui fait que des fois, je me trouve vieux par rapport à où je suis rendu, tu sais. Mais à bout de ligne, on s'en fout, là, tu sais. Tu peux prendre François Bellefeuille qui a commencé sur le tard, puis ça va bien. Fait que, tu sais, chacun a son chemin, mais je sais pas pourquoi. Vieillir, perdre des cheveux, tout ça, c'est des craintes. As-tu une jeunesse le fun? Parce que moi, j'ai des hypothèses des gens qui ont peur de vieillir. As-tu une belle Ah ouais, jeunesse? ouais, vraiment, 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 vraiment. J'ai eu une très belle jeunesse. Je suis en plus quelqu'un de très nostalgique. Fait que, tu sais, j'aime ça me rappeler ces souvenirs-là. Puis quand je me ramasse. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui sont issus de maternelle primaire. Puis Wow. ils ont toffé la run. Mais j'ai pas tant d'amis de cégep puis d'université. En fait, d'université, j'en ai aucun. T'es allé à McGill. C'est tough s'entendre du monde. C'est bien s'entendre avec du monde de McGill. Ben, en fait, c'est sûr que en étant un petit mascoutin de Saint-Hyacinthe, j'étais arrivé là-bas, puis mais c'est ce qui m'a vraiment ouvert mes horizons aussi, faire ah oui, hein, ok, on n'est pas juste des blancs privilégiés, là, il y a du monde différent, là. Puis c'est pour ça qu'après ça, j'ai été arrivé à McGill, on dirait que c'est ce qui a fait OK, je suis bien à Montréal. Ça m'a appris à m'ouvrir un peu mes horizons parce que sérieusement, tu sais, j'en ai parlé cette semaine avec Simon Delille, mais moi, j'avais jamais croisé ça, un juif dans ma vie, là, tu comprends? Saint-Hyacinthe. Non, mais c'est vrai, même Ah oui? on n'avait pas de noir. Tout mon primaire, il n'y avait pas de noir. Tu comprends que c'est quand même fucked up. Tu sais, puis je le fais à la blague, je le dis dans mon show, mais la seule personne différente, c'était genre Alex parce qu'il était roux. Tu sais. C'était la pigmentation, c'était notre seule différence qu'on avait à ce niveau-là. Fait que, Ah, salut. ouais, je sais pas. Ça ressemble à quoi, Saint-Hyacinthe? C'est quoi grandir à Saint-Hyacinthe? Mais premièrement, il y a beaucoup de monde qui font ah, c'est la ferme, milieu agricole à cause de l'expo agricole. Mais Mais moi, moi, quand on j'étais. joue au football américain, quand on jouait contre Ouais. Saint-Hyacinthe, on fait ah ouais, ça va être des gars avec déjà des barbes qui vont juste jouer au sol puis nous battre. Puis. C'est ce qui arrivait. Il y avait des barbes. Il dit, lui, il y a une business. Il est pas en secondaire 3. Lui, c'est clair Ouais. qu'il y a un garage, puis il Ouais. paye déjà des impôts. Puis leur stratégie, c'est hey, on a 3 jeux au sol différents. Ça Puis fait. Ouais, bonne ouais. chance l'arrêter, puis c'est impossible d'arrêter, puis on gagne. On est habitué de courir dans des champs vallonnés, mais moi, ça, plein de mon gars, c'est sûr qu'on va gagner. Là. Tu comprends? Mais non, honnêtement, moi, j'étais en banlieue à Saint-Hyacinthe. Ton ami qui joue des Alouettes, est-ce qu'il vient de Saint-Hyacinthe? Luc Brodeur-Jourdain. En fait, Luc, si je ne m'abuse, je crois qu'il est né à Rouyn-Noranda. Il est né en Et Abitibi. puis il s'est dit, Mais, en plus fort. mais ils sont emmenés ici. Mais Luc, tu sais, moi, il est arrivé dans ma vie en 5e année du primaire. Puis on a bandé parce que Luc, il a fait 9 écoles primaires. C'est quand même. Sa famille bougeait? Ouais, ouais, ses parents sont séparés. Ils ont déménagé une couple de fois. Des fois, ils déménageaient 2 fois dans l'année, fait qu'ils changeaient d'école. Puis quand il est arrivé à Saint-Hyacinthe, justement, ben, c'est là que. En fait, il est arrivé à Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe, où que moi je restais. On était en même école. Puis on était ensemble 5e, 6e année. Puis on est restés amis, mon gars, ben, toute notre vie, en fait. C'est encore à ce jour un de mes meilleurs amis. On s'appelle puis on se raconte nos journées qui sont
crissement plate en ce moment, mais quand même. Fait que, mais ça, c'est une amitié qui a demeuré. Je ne sais pas pourquoi on a soudé comme ça, parce que c'est issu quand même d'une chicane, cette amitié-là. C'est ça qui est weird. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, on jouait au baseball dans la cour d'école un week-end. Puis, tu sais, un dit à l'autre qu'il va y avoir une game, puis ça finit que Luc est là. Puis, moi, je suis le lanceur. Il frappe, j'attrape la balle, mais pas, tu sais, à le rouler à terre. Puis, je le touche avant qu'il touche au premier but. Dans l'histoire, moi, je dis qu'il est retiré. Lui dit qu'il est safe. Et là, chicane d'enfant s'emporte. Mais Luc a déjà comme 3 fois mon gabarit à ce moment-là. Il a joué au football, mais je veux dire, le gars, il a joué dans la Ligue canadienne avec les Alouettes centre. C'est une des positions les plus physiques et difficiles. Pendant 10 ans, exactement. Ah, Fait qu'il m'a poussé, puis j'ai bien chuté. Et à ce moment-là, je portais un petit manteau de jeans avec des manches en coton watté. C'était à la mode, là, Jonathan G, je me rappelle. Je tripais, et là, mon coton watté gris s'est taché sur le gazon et pleuré, morvé, crié, tout ce que j'ai pu faire. Et là, j'ai juste dit, je suis taillis, je ne vais plus jamais te voir, puis je vais pas avoir ton numéro de téléphone. Et son numéro de téléphone, c'est ridicule, hein? Mais j'ai encore son numéro de téléphone d'enfant dans ma tête, qui est 450-771-2240. Tu peux... J'ai jamais oublié son numéro, puis on a réglé ça après ça. Puis en ce jour, si on en reparle, il va dire je t'ai safe, je vais dire tu t'es retiré. Puis j'ai une hypothèse sur les amitiés masculines, que c'est ouais. super sain que deux amis gars se battent. Ouais. Oui, c'est vraiment. Je crois, mais les gens dont je suis le plus proche, on s'est déjà battus, puis ça lave un peu la relation. Je trouve ça vraiment sain que deux personnes se battent sans trop se blesser. Pas, on s'est battus, il ne voit plus de l'œil gauche. Là. Mais je crois que c'est vraiment, Mais vraiment. moi, j'ai déjà des bonnes chicanes avec Luc. On a eu un moment où on s'est moins parlé. On toutes les 2 semaines avec quelqu'un. Ouais, mais c'est ça. Mais ça finit, c'est là que quand on peut enterrer la hache de guerre, c'est une vraie bonne amitié. Faire. À un moment donné, même, je me rappelle avec Luc, ça a fait pourquoi il est en crise contre moi? Puis ça partait du fait que j'étais rendu à Montréal à l'université. Je m'étais acheté une chemise Jack and Jones, mais qui avait un triple collet, un noir, un rouge, puis un blanc. Puis quand je suis arrivé, il a fait OK, t'es vraiment rendu un gars du plateau. Puis ça m'avait insulté venant d'un gars de Saint-Hyacinthe qui a aucune idée, ça a l'air de quoi un gars de Montréal. Et là, j'ai comme fait ah ouais, hein? Ah, d'un gars du plateau, c'est pas ça! C'est pas vrai! On C'est sait pas même d'un gars du descente. exactement, un gars de Brossard. Puis ça a duré 3 mois de je t'ai insulté de ça. Puis à un moment donné, il a juste fait pourquoi on se parle plus? J'ai fait dude, quand je te vois, tu m'insultes parce que je reste à Montréal. Puis il a fait ah ouais. Ah, Il a je suis été pendant désolé. 10 ans un ambassadeur de Montréal. C'est exceptionnel. Ben, tu sais quoi? La première année qu'il a été drafté par les Alouettes, il restait dans mon appart finalement parce que c'est un gars de Québec. Mais Luc, après ça, ça c'est 2008-2009, de 2009 à 2020, toujours fait l'aller-retour Saint-Hyacinthe. Il n'a jamais voulu rester à Montréal. Jamais, 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 jamais. J'adore ça. Il aimait mieux partir à 4h30 le matin, arriver au gym à 6h, s'entraîner, faire ses pratiques, puis revenir. Je te dis, même encore là, pour le coaching staff, c'est ça qu'il fait. Je pense qu'il part à 5h du matin pour battre le trafic. Ouais. Wow! Ce qui est génial, c'est que longtemps, c'était un ambassadeur des Alouettes. Il représentait la ville. Il veut rien savoir de ce qu'on les là. Sais-tu quoi? Je l'aime encore plus. Ouais. Moi, j'aime les gens qui n'aiment pas leur propre communauté. Vas-y, vas-y. Faut que tu saches quelque chose. La première fois qu'il est arrivé chez nous à Montréal aussi, c'est le genre d'affaire qui, moi, ça fait depuis 2004. Ça fait 16 ans que je reste à Montréal. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Luc, première fois qu'il arrive, il arrive en avant de chez nous. Il se parque, je reste dans Hochelaga à ce moment-là, rue Théodore et Ontario. Il se parque et il y a une madame qui traverse la rue, une grosse madame noire. Et elle arrête devant le char à Luc, elle regarde, elle fait ah! Elle lève son T-shirt et elle flash ses tits en criant. Il rentre chez nous et il me dit man, c'est quoi ce que. Je te jure, Luc, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais lui, première fois, c'est comme l'histoire de la. Je sais pas si tu connais cette histoire-là, là, mais c'est une fille traumatisée que au parc, il y a un gars qui s'est comme flashé, là, un peeping Tom, là, je pense qu'on appelle, je sais pas, un exhibitionniste. Elle consulte, puis là, tranquillement, il dit ben non, mais c'est vraiment. Et avec son psychologue, la journée qu'ils refont comme un retour au parc pour lui montrer Chris, il y en a un autre qui va là. Elle, tu comprends? Elle a travaillé tellement fort pendant des années pour vaincre sa peur, puis la journée qu'elle retourne au parc, clac. C'est un hasard du calice. C'est juste ça. Oh, man! C'est exceptionnel. Ouais. Comment t'es tombé en amour avec l'humour?
Ah, dude, ça, c'est... J'ai toujours admiré Martin Matt et Patrick Huard quand j'étais jeune. Puis quand ils faisaient leur pub ensemble, c'était face à face. Puis le premier DVD de Martin Matt, je me rappelle, je l'ai là, je pointe, mais Ils je me faisaient rappelle des pas pubs du ensemble. titre. Je me souviens, il y avait tu peux acheter t'avais un rabais si t'achetais des billets pour les. Ouais. Ah, il faisait des jokes de comme Patrick Huard dit ben, tu sais, je like, puis l'autre, il fait ouais, mais sa carrière s'en allait de même. Fait que, tu sais, je tripais ces deux. Puis le DVD face à face de Patrick Huard, je l'ai tellement, tellement, tellement écouté. J'aimais l'humour. Puis quand je suis arrivé à l'Université McGill, il y avait un talent show. Puis vu que Environ Physio quel Ergo, âge? à l'université, je suis rentré là, j'avais 20, 22, 20, 21. De 21 à 24, en fait, que j'ai été à l'université à McGill. Puis il y avait le talent show. Puis comme Physio Ergo, c'est les bacs les plus francophones à McGill, 50% sont francophones. Fait que, tu sais, moi, j'ai parlé en français quasiment toutes mes études, mais je faisais mes oraux en anglais, mes travaux en anglais. Mais je me suis vraiment égaré. Mais en bout de ligne, c'est qu'il y avait un talent show pour ramasser de l'argent pour le bal de finissant des ergos physio de troisième année. Puis tu peux le faire la première année. Puis j'ai fait ah, je vais faire un numéro d'humour parce que je trouvais ça drôle. Puis j'étais une très pâle copie de Martin Matt, là, tu sais. On Puis je me commence, rappelle, comment tu fais quelque chose? fallait que je fasse 8 minutes. J'avais fait 22 minutes. Puis je l'ai déjà revu une fois. C'est de la merde, mon gars. Mais c'était des jokes sur McGill, des jokes sur le fait que je viens de Saint-Hyacinthe, je prends le métro maintenant. C'était drôle parce que c'était du monde de ma classe qui avait les référents. Fait que l'année d'après, ils m'ont demandé si je voulais le refaire. J'ai fait un numéro que j'avais écrit au complet, mais un duo, pour faire comme si j'avais. Puis je l'ai regardé encore une fois. C'était tellement misogyne, là. C'était drôle. Est-ce qu'elle est conne, ma blonde? Puis, tu sais, dans ce temps-là, je pense que c'était comme considéré funny, ce qui était inacceptable quand même. Puis après ça, j'ai fait la troisième année, c'est moi qui ai animé le talent show. Puis Wow. à ce moment-là, il y avait une fille dans la salle qui m'a dit hey, t'as vraiment quelque chose, tu devrais appeler ce gars-là. Puis elle m'a donné une carte de Junior Girardeau. Il était chez Juste pour eux. Fait que moi, j'avais écrit à Junior, puis il m'a dit ah, viens, on a un concours d'humour ça s'appelait le Pub Jacques-Cartier, coin Ontario et Papineau, qui s'appelle Aroma, je pense, maintenant. Mais j'étais allé faire le concours, puis il y avait moi, Manu Sainte-Croix, Pierre-Luc Pomerleau, et c'est la soirée où ils ont découvert Eddie King. Wow. Fait que, puis ça, c'est 2007. Ça a été mon premier show, puis je me rappelle d'arriver là-bas, puis on dit vous avez juste 7 minutes. Puis moi, je partais de ah, moi, mon seul numéro, c'est 22 minutes. J'ai fait mes jokes de McGill qui étaient mollo. Puis après ça, j'ai fait. Junior, il m'avait appelé, il m'a dit tu sais, t'es pas. C'est très vert, comme on dit dans Ouais, le t'es métier. très, très. T'es Comment? très vert. T'es pas prête encore à faire les bars, mais t'as quelque chose. Il dit je te dirais d'aller faire un ou deux cours du soir à l'école de l'humour. Puis là, j'ai fait les cours du soir avec Mario Bélanger puis Christiane Vien. Puis j'ai fait le cours. C'est niaiseux, mais j'ai fait présentation numéro. Puis après ça, j'ai fait écriture 1 et 2. Puis en 2009, j'ai essayé de faire l'école, j'ai été refusé. Puis là, j'ai rien fait pendant quasiment 2 ans. Ah, ça t'a brisé les reins? Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais, j'étais pas capable de me booker. Puis je jouais, mettons, au Saint-Cyboire une fois par 7-8 mois. Pour Puis les autres. donner une idée sur ceux qui écoutent, parce que tu des, Ouais, 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 oui, des jeunes, des excuse-moi. référents, là, le Saint-Cyboire, c'était le bar à Montréal où tu devais vraiment, vraiment jouer. C'était animé par Guillaume Wagner, Corinne Côté. Et c'était. Étienne Dano l'a parti. Après ça, ça a été Ben Leff, Wagner, Corinne Côté, Déric Frenette, puis Bizarillon. Ça a pogné au feu Il quand a c'est animé tombé même pas lui. une semaine, ça a pogné en feu. Il y a plusieurs hypothèses que si le bordel existe, c'est que le Saint-Cyboire a A passé. brûlé. En Ouais, brûlant, il y a bien les humoristes qui font on devrait avoir une salle de spectacle dans le quartier des ouais. spectacles. On fait le bordel, mais à l'époque, c'était mythique. Je m'en C'était souviens. mythique, c'était mythique parce qu'il n'y avait pas de soirée le mardi à part celle-là, jusqu'à temps que Julien Lacroix parte une soirée le mardi à Longueuil. Mais vu que c'était pas sur l'île de Montréal, bon, on se faisait des doubles bookings pour jouer à deux places. Mais c'était vraiment. Puis quand tu allais jouer au bordel, on dirait comme que. Pas au bordel, C'est cool que au vous avez fait Saint-Cyboire. un beau. C'est un beau. Un beau Comment ça lapsus. s'appelle, ouais, un beau slip Mais comme on dit. quand tu allais là-bas, c'était ça qui était cool parce que tu pouvais arriver. Puis moi, je me rappelle une fois, Louis-José était venu faire un disque comme unannounced, là, tu sais, qui c'est juste, il a pop-up, puis c'est parké en arrière, c'est dans la ruelle de Saint-Denis, c'est 4 flashs, il a fait un 10 minutes, puis il est reparti. Fait que, tu sais, quand tu commences, puis tu fais, OK, Louis-José Hood peut être là, c'est vrai, c'est exactement comme le bordel, sauf que c'était 5$ pour rentrer. Ça a toujours été 5$. Bref, j'ai joué là-bas.
une couple de fois, mais tu sais, j'étais pas assez booké. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais pas arrêté, mais bref, je Ça fait faisais pas mal. d'humour. Je veux dire, t'as peut-être disons-le, je veux pas t'insulter parce que ça va bien là, mais t'as abandonné. Tu t'es dit, bon, ben, j'avais un rêve, mais ça marchera pas. Je vais. J'ai abandonné, en fait. Je faisais juste pas pouvoir jouer plus, puis je travaillais à temps plein comme ergo. Puis, vu que j'ai été refusé en 2009 à l'école de l'humour, parce que moi, si j'ai été accepté à l'école, je lâchais tout, là. Vu que j'ai été refusé, j'ai fait OK, mais ça me prend d'autres choses. Fait que je suis rentré à l'école d'ostéopathie, qui était sur un coup de tête, mais que c'est niaiseux, vu que j'abandonne rien, je l'ai fait au complet. Fait que ça a duré de 2009 jusqu'à 2017. Ce qui est beaucoup, beaucoup de temps, d'argent, d'investissement. Mais quand j'étais en ostéo, j'étudiais, je travaillais comme ergo. Fait à chaque année, moi, j'ai essayé les auditions de 2009, 2010 puis 2011 dans la route. Refusé 3 fois. J'ai été refusé 2 fois. Ouais. La première fois, ils m'ont juste dit t'es green, t'as pas de number. Tu es arrivé, moi, je pensais improviser, j'ai fait OK. Fait que la deuxième fois, j'étais arrivé avec des jokes, mais une anecdote qui était trop longue pour un 2 minutes. Puis ils nous ont dit t'es mieux de t'arriver avec 4 bons gags. Fait que la troisième fois, j'étais arrivé préparé. Puis c'est là que ça a parti, en fait, c'est en 2011. C'est pour ça que quand le monde me demande quand j'ai commencé, vraiment, je dis 2011 et non pas 2009. Mais ouais, 2011. T'es pas obligé de te prononcer, mais je m'essaye. Qu'est-ce que tu penses de Ouais. l'école de l'humour? Est-ce que tu trouves que c'est une belle institution? Je pense que, honnêtement, puis c'est pas politicien, c'est d'éviter la question, mais je pense qu'il y a différents chemins. Il y a du monde qui vraiment, ça va les aider d'aller à l'école de l'humour. Moi, je pense sincèrement que ça m'aurait aidé en termes d'assiduité puis d'écriture, mais Moi, quand je parle de toi, j'ai tout le temps, ouais, Guillaume Pinault, cet homme qui manque d'assiduité. ah ouais, c'est le secret le mieux Ah ouais, gardé. Tom, tu as besoin, toi, de faire des cours pour parler plus fort, puis plus parler de tes émotions. Ouais. Non, mais bref, je pense que c'est un bon chemin pour certaines personnes. Puis en bout de ligne, euh, je, je sais pas, c'est touché à dire, mais des fois, j'ai l'impression, tu sais, moi, je connais des gens qui faisaient de l'humour avant, qui tenaient absolument à faire l'école de l'humour. Puis après, quand ils sont sortis, j'ai fait, on dirait qu'ils ont cassé ce que tu avais de bon. Mhm. Puis Tu il y a sais quoi? d'autres mondes. Il ne faut pas oublier que c'est une institution. Si tu travailles à l'école de l'humour, c'est que tu ne travailles pas à l'extérieur de l'école de l'humour. Ça reste Ben, le milieu de. à- Vas-y. ben attends, tu sais, moi, je pense, mettons, à Simon Delille, tu sais, ah, tu veux dire que tu travailles là temps plein, parce que lui, il donne des cours, tu sais, mais je comprends qu'il y a des profs qui ne sont que profs là, puis c'est ça leur gagne-pain, peut-être, là. Curieux, quiconque veut enseigner quoi que ce soit d'art. Moi, Ouais. salut, je veux enseigner l'art. Oh, ouais. Je crois beaucoup au mécénat. Je crois beaucoup à le parrainage. Je crois beaucoup à donner des petits conseils. Mais n'importe qui. Mais les cours du soir m'ont beaucoup aidé, en fait. Bien sûr, parce que tu Bon, ben, qui connaissent rien. Mais parce qu'on oublie que l'école de l'humour, c'est très, très, très politique. À l'école de l'humour, tout le monde rentre là en disant je suis Louis-José Hood, mais personne n'est au courant. Et après, tu ouais, réalises que tu ne l'es pas. Puis tu te mets à consommer ou puis à sentir mal. Mais ouais. ouais. Une vraie- Ben, en gros, L'école de en l'humour, c'est gros, le rêve de tu peux devenir, tu peux faire des centaines de milliers de dollars si ça va bien. C'est ça qui est particulier de l'école de l'humour. ben, l'école de l'humour, c'est un peu. Ben, attends, c'est un drôle de parallèle, mais c'est un peu la pensée qu'ont les candidats de OD. Attends, laisse-moi. Tu sais, ils rentrent là puis ils font je vais devenir Marie-Pierre Morin, Mhm. c'est possible. Fait que quand tu rentres à l'école de l'humour, tu fais je vais devenir Louis-José ou Martin Matt, c'est possible. Ils sont issus de là. Mais il reste que quand même, à la base, il y avait un charisme fou puis ils sont drôles. Tu sais, parce que, un moment donné, j'avais eu une discussion avec Louis T en faisant est-ce que tout le monde peut devenir drôle? Parler d'humour avec Louis T. Hein? Oui, oui. Oui. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que tout le monde peut devenir drôle? Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas que tout le monde peut rentrer à l'école de l'humour. Fait que c'est pour ça qu'il y a un processus d'entrée qui est quand même relativement laborieux. Là, tu sais. Moi, j'ai été refusé. Puis aujourd'hui, avec le recul, je sais très bien que c'est entièrement de ma faute. Puis maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Mais au début, mon gars, j'étais anéanti. Fait que c'est pour ça que j'avais pris une pause de, de quasiment 2 ans. Mais j'avais pas abandonné complètement. Je continuais à faire des shows. Je peux te mettre à ta place. Tu te Ouais, dis, à l'époque, tu connaissais rien. ouais, Si tu connaissais rien, tu connaissais pas le milieu du show business. Je suis pas en train de dire que ouais, c'est ignorant, c'est juste que quand on connaît pas un milieu, on connaît pas un milieu. ouais, Tu te dis, ben là, c'est un peu les portes du temple. Ces ouais. gens-là connaissent la comédie. Ces gens-là ont un peu, ils ont vu des grands. Ah Moi, ouais. ils ont vu, puis ils ont considéré que j'étais pas grand.
Alors, j'ai pas d'affaire. Ouais. Je peux comprendre qu'on ait cette réflexion-là, mais avec le recul, tu réalises ça reste 3 personnes derrière une table. Parce que moi-même, tu sais, combien de fois une soirée d'humour, un truc que les humoristes, moi je fais, d'autres humoristes que je pense qu'ils font aussi. Tu checkes une soirée d'humour et tu évalues qui c'est qui va réussir et qui c'est qui va pas réussir. Moi, 77 fois sur 100, je me trompe. Même 97. Ah, puis c'est dur. Attends, tu juges sur une soirée. Cette soirée-là peut être une mauvaise soirée pour la personne. Ça peut être. Des fois, c'est aussi niaiseux que. Tu sais, moi, mettons, je prends par exemple, je rentre sans être fraîchi, je rentre quand même relativement fort au bordel, tu comprends? Oui. Puis là, ça faisait. Tu sais, des fois, j'y vais, là, puis pendant un mois, je peux être là comme 2 fois semaine. Puis là, je suis comme, OK, là, je suis confortable, c'est chez nous, je suis dans mes pantoufles. Puis descend un soir, random, Julien Lacroix, qui se rajoute dans le pacing, passe avant moi. Ce soir-là, j'ai fait jamais je vais, tu sais. Fait que le monde font ah, il y a eu plus de misère, le gars, après. Des fois, c'est juste une circonstance de un vient de coller le feu dans la place en faisant de l'impro, puis en ramassant le monde. Tout arrive avec une anecdote ultra rodée de si les autres, ils embarquent pas, puis tu leur parles, tu sais. Fait que dépendamment, c'est vraiment. Hey, je te dirais même, tu dis 77, c'est bon. Moi, je dirais 90% du temps, je pense que tu ne peux pas. Non. 50-50. J'irai à 50-50. Juge. Moi, je me permets toujours de juger, puis je me trompe toujours. Ouais. Comment tu as su que toi, tu es un gars, là où tu es plus à l'aise et là où tu as plus de succès, c'est avec des anecdotes? Qu'est-ce que tu as fait le déclic? Ben, je pense que depuis que je suis tout petit, j'aime ça être le centre d'attention. Tu sais, mettons, on se ramasse, mes amis du primaire, là, je les nomme, même si ça n'a aucun. Ben, Gros Luc, tu connais, football. JF, qui est mon ami depuis la maternelle, Nicolas, la deuxième année, puis Hugo. Quand on se ramasse les 5 gars ensemble, souvent, c'est moi qui raconte des histoires ou qui raconte des histoires qui se sont passées entre nous autres. Hey, JF, tu t'es pété la tête sur le bord du lit, tu te rappelles-tu? Probablement que tu avais une commotion, mais tu es allé dans la salle de bain brailler, nous autres, on riait. Tu sais, tout ça, c'est des histoires. Puis les gars font ah, Pinot, compte-la cette histoire-là. Parce que très, très Michel Barrette, être au centre de la pièce, puis de raconter une histoire, puis d'en rajouter un peu. J'aime ça, faire ça. Ça vient de. C'est vraiment un talent que tu as développé parce que compter une anecdote, on pense tous. C'est comme c'est comme rapper. On pense tous qu'on est capable, puis on essaye, puis on réalise qu'on n'est pas capable. Ouais. Ça Je a comprends. vraiment l'air facile. Puis là, tu le fais, puis tu fais ah, OK. Exact. C'est parce que le monde fait ah, mais tu racontes juste quelque chose de. Oui, mais il y a un petit peu ça. Tu vois, c'est un terme qui vient de Pierre Légaré, là, mais tu sais, on est un petit peu agrémenteur, là, tu sais. On agrémente la vérité pour que ça sonne bien pareil. Quand tu fais une caricature de Claude Legault, tu fais pas comme si c'est exactement lui, monsieur l'agent. Ouais. Tu exagères les traits, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est une des raisons pourquoi, quand quelqu'un raconte mal une anecdote, comment on imite quelqu'un mal raconter une anecdote si on raconte exactement ce qui s'est produit. Et là, je suis parti, mais là, je pensais que j'avais oublié mes clés. Il met plein de détails. Et puis aussi, quelqu'un qui commence à raconter des anecdotes, souvent, tu vois, tu sais, qui sont comme. Ben là, elle disait. Là, moi, j'ai répondu, puis tu sais, là, si joue-les un peu, mais désespoir, elle commence pas à faire chaque didascalie, là. Mais je pense que c'est parti de là. Juste le fait que j'aime ça. Puis j'aime ça observer aussi ce qui se passe. Puis je pense, je suis un peu candide dans la vie. Fait il y a des affaires que je vois qui sont probablement banales pour des gens. Puis que moi, je fais comme, attends un peu, tu te rends compte, là, de ce qui vient de se passer? Tu sais, tout le monde les ont vus, les unicyclistes dans la rue, l'hiver. Puis ils font comme, hey, j'ai vu un gars sur une roue. Attends un peu, man. Tu l'as pas juste vu sur une roue, là. Lui, il a sélectionné ce moyen de transport-là. Il s'est levé un matin, puis il a dit, c'est ça que j'ai besoin pour pas être en retard. Ils vont vite, ça marche. Ils n'ont pas tort, les gars. Man. Ouais. Fait que tu sais, c'est tout ça. Des fois, c'est juste de prendre le temps de plus observer. Puis je pense aussi, c'est que je suis pas capable de faire les autres sortes d'humour. Absurde, je serais incapable d'écrire quelque chose d'absurde. Puis le stand-up à l'américaine, même des fois, je pense, je comprends pas. Je pourrais même pas expliquer c'est quoi le stand-up. Je peux dire que je peux pas en faire, mais tu sais, François Bouliane qui fait du stand-up, il m'a déjà dit essaye d'écrire un numéro où tu mets du stand-up dans une anecdote. Puis je l'ai fait dans une anecdote, qui est l'anecdote du déménagement, où à un moment donné, je fais OK, la laveuse sécheuse. Les gars qui ont pensé à ça. Là. En partant, si une laveuse, c'est une machine du diable du Christ. Là. Ça pèse 700 livres, il n'y a pas de poignée, ça coupe en dessous. Et là, je me suis mis à décortiquer, puis il a fait tu vois quand c'est hot? Là, j'ai fait OK, il y a moyen de rentrer un peu de stand-up, mais
du monde qui ne font que ça ou du liner, man. Chapeau, je suis incapable de faire ça. Là. Mais dans les deux cas, je pense qu'il faut triper. Moi, depuis que je suis minuscule, j'adore ce qu'on appelle les aphorismes, les courtes phrases que quand tu as lu la phrase, tu fais hostie, j'ai compris l'existence. Ouais. Après, tu fais oh non, il exagère. Mais, OK. Comment t'écris? Est-ce que tu écris tes numéros? Est-ce que tu improvises? Comment tu crées un numéro? Non, j'écris pas. C'est ça qui est de plus en plus tough, je te dirais. Ben, Ouais. moi, là, je me mets, mettons, des tirets. C'est comme des listes, là. Tu fais de la comédie, c'est ça? Je connais Ouais, je fais de la comédie. des gens qui rédigent du stand-up. Il y en a, Ouais, mais c'est c'est ça. rare. Exactement, tu sais. Puis à un moment donné, il y a aussi le fait que quand quelque chose de drôle se passe, là, j'écris OK. Là, j'étais allé à l'épicerie, il s'est passé ça, j'ai retenu ça, bang. J'ai comme le corps et là, je sais où surfer là-dedans. Moi, souvent, je trouve le punch-out ou si vraiment il y a un punch-out naturel qui s'est passé, je fais OK, ça finit de même, c'est drôle, ça commence de même. Le milieu, je peux jazzer dedans, je m'amuse comme je veux, je décris des shit, puis, mais je prends pas le temps de l'écrire. Puis Pourquoi tu mon dis que tu prends pas processus. le temps? Mais parce que quand je m'assois dans mon ordi, je ne sais pas si c'est un espèce de trouble de l'attention, mais quand j'essaie de l'écrire, là, je parle plus comme moi. Même si c'est de mon cerveau, Écrire de je l'oral, l'écris. c'est extrêmement difficile. Écrire de Exact. l'oral, c'est même. C'est pas viable, c'est pas nécessaire. C'est pas... Fait que c'est ça. Là, ça devient comme trop bien phrasé. Puis là, je fais ah non. Puis là, soit que j'écris quelque chose, puis ça devient comme un peu un arbre avec une branche. Ah, mais ça me fait penser à telle affaire. Puis là, je passe à une autre chose. J'ai de la misère à écrire. Fait que ce que moi j'ai fait, ça va faire 1 an déjà quand même. Mais j'avais fait ce qu'on appelle le Whiteboard Challenge, WBC. Là, je pensais partir un énorme trend avec mon hashtag. Mais en fait, j'ai juste dit au groupe Faneuf qui produisent mon show, j'ai dit, je suis pas capable d'écrire. Je vais être honnête avec vous. Puis vous trouvez que le show a besoin d'avoir de nouveaux numéros. Fait que ce que je propose, c'est on prend le Terminal Comedy Club, on loue là, à nos frais, là, puis on invite 80 personnes gratos. Puis je vais écrire des thèmes sur un tableau. Puis tu sais, j'ai fait ma famille, parce qu'il fallait dans mon intro, je parle de ma famille. Après ça, j'ai écrit les mêmes affaires. J'avais un numéro sur le suicide où j'ai vu un gars, moi, essayer de se suicider en sautant d'un pont, puis il était tout nu. Tu as déjà des informations crissement hot, fait que raconte-les. Fait que j'avais mis, puis j'avais mis 24 numéros, 24 thèmes. Puis j'étais arrivé sur scène, puis j'ai fait OK, là, je vous explique, c'est gratuit, vous êtes là, moi, je veux travailler. Je ne suis pas capable d'écrire. Fait que je choisissais un numéro, puis là, je pointais quelqu'un, il me disait numéro 7. Là, je checkais, je fais numéro 7. Ah, les fruits et légumes. Moi, c'est parce qu'il faut que tu comprennes, j'en mange pas de fruits et légumes. Puis là, je pars sur. Puis des fois, c'était 4 minutes où je parlais, puis qu'il n'y avait pas de rire. D'autres fois, man, ça a parti sur une anecdote de Chris, que c'est drôle. Et après ça, j'ai envoyé ça. J'ai fait 3 fois le Whiteboard Challenge. Ça a été 3 fois 1h30 à 1h50. Puis après ça, j'ai demandé à une madame d'écrire verbatim tous mes trucs. Et là, j'ai la bible de mes textes que j'ai pas écrits, mais que j'ai dit puis que quelqu'un a écrit. Fait que là, j'ai ça qui. Fait que j'ai un bit sur la religion, j'ai un bit sur Brillant, ça, l'Angleterre. d'écriture, c'est brillant. Ouais, c'est le même que j'ai fait. Brillant. À mon avis, c'est Ouais. beaucoup plus intelligent et efficace à moyen et long terme que t'asseoir dans un café et te faire à croire bonjour, aujourd'hui je vais écrire sur Ouais. la peur de l'abandon. Ben moi, m'asseoir devant un ordi, l'angoisse me pogne. Là, puis, aussi, je vais finir par ah, ben d'abord, je vais écrire un statut Facebook parce qu'il faudrait que le monde m'aime puis qu'il se rappelle que je suis encore là. Puis que surtout s'ils trouvent le statut drôle, ils vont acheter des billets, venir voir mon show. Et c'est pas de moi du tout, cette ligne-là. C'est Alex Forêt qui disait ça dans son show au ZooFest. Mais il disait je passe 80% de mon temps à promouvoir un show sur lequel j'ai 20% le temps de travailler. Je trouvais ça tellement bon. Là. Je trouve que c'est la réalité de beaucoup d'humoristes. On essaye de vous faire venir voir sur ce qu'on travaille mollo parce que, en tout cas, je sais pas. C'est ça. Parlons-en, c'est quoi à être populaire sur les médias sociaux? C'est-tu le fun? Mais moi, je me considère pas populaire sur les médias sociaux. Tu sais. Non, mais je sais que j'ai une bonne game sur les médias sociaux, mais je suis pas. Tu sais, mon Facebook est à 28 000, puis mon Instagram est à 50 000. C'est cool, mais je suis pas, Les je gens suis qui pas nous dans les écoutent trois. ont 2600 amis. Ouais, ouais. Là-dedans, ils en connaissent 2100. C'est vraiment impressionnant pour 28 000 personnes qui ont décidé volontairement de cliquer sur toi et qui t'ont jamais rencontré. C'est vraiment impressionnant. Ouais, ben en tout cas, c'est sûr que ça me touche, j'aime ça. Tu sais, je me rappelle, moi, d'avoir dit au monde, si j'atteins 2000 fans quand j'avais genre 1980 fans,
C'était en 2015, je pense. J'avais dit, je me rase la tête, je vais mettre un demi-melon d'eau sur ma tête, puis je vais animer un show en speedo. Pour avoir 20 fans de plus, j'ai fait ça, tu comprends? C'est une drôle de pratique. J'ai fait ça, c'est cette semaine, la semaine passée, que j'ai sorti toutes mes publications de mon Facebook que j'avais depuis 2015. Puis, man, je relisais ça, puis j'étais comme, t'as pas fait? Ben oui, t'as fait ça. Fait que, je le sens pas que je suis une star de médias sociaux, mais bref, c'est le fun d'avoir du monde qui t'écrive et qui disent que t'aimes ça, ce que tu fais, mais... Allons là-dedans, si ça t'intéresse. D'où ça vient ton désir de plaire à toujours plus de personnes, aller chercher? Tu as fait vraiment de quoi d'immense pour 20 personnes. D'où ça sort? D'où ça vient? Je pense que c'était dans l'objectif. Moi, j'ai toujours eu ça dès que j'ai eu mon premier laptop. Puis j'avais vu sur le laptop à Sam Breton, puis ça m'avait comme un peu motivé parce que Sam, il faut que tu saches qu'en humour, c'est vraiment la perle qui est arrivée dans ma vie. Ce gars-là, je l'ai rencontré en 2011 à Desjolies, puis il est devenu mon meilleur ami. Puis depuis ce temps-là, c'est un gars que, tu sais, quand ça va pas, je l'appelle, puis il me fait un pep talk à la Breton, puis il me remonte, puis ça me fait du bien. Et vice-versa, mais Breton, c'est vraiment quelqu'un d'autosuffisant qui n'a pas tant besoin de se faire remonter par, en tout cas pas par moi du moins, mais j'avais vu sur son ordi un dossier one-man show. J'ai fait esti. Ouais, c'est ça mon objectif. Fait que je m'étais mis ça dans le coin. Fait que ça a toujours été là. Fait que c'est pour ça que tout ce qui est fait un petit peu en périphérie, c'est toujours dans l'objectif du one-man show. Fait que plus de fans pour avoir plus de fans qui viennent voir le one-man show, plus de radio, plus de télé pour être vu le plus possible pour du monde qui font Hey, je l'ai trouvé drôle quand il a insulté quelqu'un d'OD, mais aller le voir en show. Non, mais c'était beaucoup ça. J'ai eu un gros pic de vente de billets à cause de OD+, dans la saison forte, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la radio, je le fais aussi. Puis j'aime le médium. Puis c'est une façon, d'être moi-même aussi. Les médias sociaux, c'est moi que tu vois. Sur scène, c'est moi que tu vois fois 0,5% de Même la mes... vie, c'est pas vrai que les médias sociaux, c'est nous-mêmes. C'est une présentation de nous-mêmes. T'as raison, mais c'est mon humour. Je me censure pas à écrire mon propre humour, tu sais. Ton art, c'est pas tout. Ouais, exactement. T'as raison. C'est T'as raison que que c'est ça. c'est pour ça que j'aime les médias sociaux, c'est que tu présentes ce que tu as envie de présenter. Ouais. Pour moi, je suis pas mal plus fun sur Facebook que dans la C'est maison. ton propre boss. C'est ton propre boss. C'est vrai que personne ne fait comme non, mais pas ça, ça c'est pas drôle. Ou, tu sais. Non, Alors, c'est faux. t'inquiète. Tu as des boss, c'est des choses que Facebook veut pas. Je réalise avec YouTube. Certains YouTube, ils ah, pas d'argent avec ça, hein. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler de la sexualité d'autrui. Oh, ok, excuse-moi, YouTube. Oh, Par ouais. contre, je peux faire des trucs nazis. Ah, cool, bon à savoir. OK. T'as des barèmes. Je pense pas que t'as des patrons. T'as des règles. Mhm. Mais, tu sais, je veux dire, tu vas pouvoir le poster. Quelqu'un va l'enlever. Mais il n'y a personne qui va t'empêcher de, tu sais, tu ne te feras pas mettre dehors de ta propre job de toi-même, travailleur autonome. Par contre, tu peux faire de quoi de vraiment tout croche puis te faire crisser dehors de ta prod. Ça peut arriver, là. Mais, tu sais. Comment c'est, au début, tu étais toujours sur scène et sur Internet et relativement, on est très libre sur scène et sur Internet. Comment c'est, OK, je vais reformuler. Quand tu es rentré en télévision, est-ce qu'il y a eu un ajustement ou pas du tout? Ah ouais, j'ai eu un ajustement parce que, tu sais, moi, ça part aussi de... Moi, chaque jour, là, je remercie genre quelque chose, là, tu sais, pas... moi, je crois pas tant en Dieu, là, fait que je parle bien avec mon grand-père décédé, là, tu sais, mais je veux dire, je remercie d'être capable de faire ça. Tu sais, moi, j'étais vraiment le petit gars de Saint-Hyacinthe qui, si j'ai été accepté à McGill, oh mon Dieu, c'est big pour moi, je m'en vais à Harvard de Montréal, là, je gradue, je suis ergothérapeute, si c'est hot, je travaille dans un système de santé, c'est fou. Puis quand j'ai décidé de lâcher tout pour faire de l'humour, là, je le savais pas, ça. Fait que, tu sais, en ce moment, de gagner ma vie de ça, ça me rend tellement heureux. Puis quand je suis arrivé à la TV, là, j'étais tellement... J'étais comme, si, OK, non, c'est la vraie affaire, là. Je vais pas juste la regarder, je vais être dedans, là. On dirait que je me sentais tellement privilégié de pouvoir faire ça, puis reconnaissant que jamais je fais comme, ah non, je suis confortable. Je suis toujours, c'est un privilège que j'ai, je rentre, puis le but, c'est de faire rire les gens. C'est important pour moi. C'est pour ça que je fais jamais une chronique un peu sloppy, puis faire non, là, je suis bien, je suis dans mes pantoufles. Puis En main de veille, c'est pas grave, je suis fait bon. que, non, c'est ça. Non, hey, moi, les affaires, non, pour la télé, là, vraiment pas. Puis même, ben, pour l'humour, autant humour, télé, radio, il n'y a rien de ça que je prends à la légère, tu sais. Les trucs, peut-être,
sans vouloir me faire taper ses doigts. J'essaie toujours de donner le meilleur show de moi-même, mais tu sais, les corpos qu'on doit faire, pour les gens qui ne savent pas, c'est des corporatifs comme des écoles secondaires ou des parties de Noël ou des parties de golf. Ça se peut des fois que je fais « Hey, le party de golf, je le prends pas à la légère, mais je me flagellerai pas si ça rentre pas comme je voulais parce que j'ai pas les conditions idéales pour faire un Je fais une spectacle. » croix pour faire de l'argent pour pouvoir vivre de ton art. Ouais, exact. Exactement. Ou si tu veux pas devenir humoriste qui rentre fort dans les tournois de golf. Très mal. Ton art va très mal si dans les tournois de golf, tu fais rire tout le monde. Généralement, Ouais. ça va mal. Ouais, je suis d'accord. Vouloir plaire à tout le monde dans toutes les circonstances, ça regarde mal. Ça, ben, tu vois, c'est quelque chose que je commence aussi à accepter, faire « Hey, tu peux pas plaire à tout le monde, Guillaume, c'est bien correct. » Et ça me fascine. Deux affaires. Premièrement, tu peux passer la question, je peux la couper. Est-ce que tu es en thérapie? Ouais. Yeah! OK. Fait que je suis sûr que tu travailles là-dessus. Ça vient d'où je sais pas, je te connais pas beaucoup, mais c'est ce que j'observe, puis je peux me tromper, là, parce que j'adore juger le monde, personne peut me tromper. Ça vient de ce désir-là, ce besoin-là de vouloir plaire à la personne devant toi. Hey, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours été aussi dans depuis ça, c'est depuis que je suis tout petit, là, grand niveau de stress de je pense que je suis pas bon. Ça, là, c'est un gros problème de confiance en soi. Fait que je pense que c'est ça l'importance de plaire et d'avoir la reconnaissance des autres. Faire OK, ça me valide, OK, ça me fait du bien, OK, tu m'as trouvé drôle, OK, j'ai eu une bonne note. Tu sais. 15 secondes, t'es correct. Ouais, Bon, t'es intéressant. C'est cool l'humour pour ça. Là. Ouais. Puis, mais si tu vois, c'est ça qui est rushant parce que, mettons, mon show, il est quand même, il est drôle, mais il est aussi émotif, là. Fait qu'il y a comme une portion. Hein? Ben exactement. Puis je sais pas si tu connais Mike Birbiglia, mais moi, je suis un gros fan. Tu sais, Birbiglia, des fois, tu peux ne pas rire pendant 3-4 minutes. Moi, j'ai bien de la misère. Je sais, hostie, là, ça rit pas. Fait que je vais parler plus vite, je vais enchaîner pour aller au prochain rire. Mais tranquillement, là, tu sais, puis ça fait quand même un bout là, que je fais ça, d'accepter de faire. Ça se peut, Guillaume, que t'es pas un clown blanc, c'est ça? Clown blanc, c'est lui qui fait rire non-stop, puis clown rouge. Bref, on va essayer de m'expliquer ça, là, mais moi, je sais que je suis le clown peut parler une minute, puis qui te fait rire à la fin, puis qui a un gros punch ou quelque chose de On appelle dans réflexion. le jargon anglophone, t'es un straight man. Ouais, exactement. Pas Adib et Julien. Adib, c'est toi. Puis Julien, Ouais, c'est il punch. exactement. Fait que ça, c'est quelque chose à accepter, mais quand t'es tout seul. Le straight man, c'est plus difficile. Quand je faisais des sketchs avec Adib, très rapidement, il m'a dit, vu que c'était le metteur en scène, toi, tu vas être le drôle, parce que c'est bien plus. Vu que tu sais pas jouer, tu vas avoir les punchlines. Puis moi, je vais m'assurer pour les. Mais c'est un art aussi, là. Bien Mais sûr. tu sais, moi, je dis straight man, mais vu que je suis seul, veux pas, ça finit que c'est moi qui fais les punchs aussi, là. Mais, Tu mets beaucoup en abîme, tu mets beaucoup de. Tu ouais, t'installes beaucoup, c'est le fun. exactement. Fait que ouais, c'est pour ça. Le besoin de plaire à tout prix, je pense vraiment que c'est juste. Ça vient avec la confiance en soi, mais c'est aussi le fait que c'est un peu mon métier, là, tu sais, faire rire les gens. C'est ça que je veux. Je veux donner le meilleur show. Je veux changer le plus les idées aux gens. Fait que c'est pour ça. Mais je pense aussi que ça vient du fait que quand j'étais très jeune, je pensais que j'étais pas bon à l'école, puis j'étais average. Puis je pensais qu'average, j'étais comme pas bon. Tu sais, j'avais des 70, j'avais des C, puis des B-, puis c'était bien correct, puis je passais à l'école. Je me rappelle là, vraiment, la première année du primaire, la première crise d'angoisse où la prof, elle a pris mon bulletin, le bulletin d'un élève problématique, elle les a mis à côté en cachant le nom de l'autre, puis elle a fait « Regarde, Guillaume, puis regarde les notes. Là. Il y a du monde que ça va pas, tu comprends? » Et j'ai fait « Ah, OK, mais ça m'a quand même suivi, puis c'est rendu au secondaire, j'ai fait « Hey, je m'entorche de mes notes, tout ça. » Puis arrivé au cégep, quand j'en parle dans mon show, mais la cotère, là, hey, moi, mon gars, angoissé avec ça. Puis, tu sais, c'est aussi, ça a été d'arriver, faire ma demande à McGill, je vais être physiothérapeute. Un autre refus, faire Hey, t'es pas assez bon, on t'a pas pris là-dedans. Puis, parce que je serais pas physio, j'ai pas les notes. J'ai été refusé aussi 2 fois en police. Tu sais, fait que c'est beaucoup de refus à un moment donné qui fait Et si là, vous l'avez rentré, le clou de je suis pas assez bon, fait que quand je pogne, puis c'est pour ça, j'essaie de prouver au monde. Regardez, j'ai ma place, puis c'est pas pour rien. Là. Fait que je pense que c'est pour ça. Puis crois-tu qu'il y a un lien entre. Un truc que j'ai observé chez les gens qui aiment l'école, parce que moi j'ai détesté l'école et j'ai lâché tôt, c'est que Ouais. à l'école, il y a un truc qu'on ne retrouve pas dans la vie, tu as des notes. On note Ah ouais. on n'est pas dans la vraie vie. Ta blonde ne va jamais donner une note sur en passant ce mois-ci, tu as eu A+, ou tu as eu C-, voici ce que tu peux travailler. Ouais. Je pense qu'on revient aux médias sociaux,
puis au nombre de billets vendus, c'est une sorte de note. Ouais. Ce que je vaux dans le dernier mois, j'ai eu autant de plus d'abonnés. C'est une manière un peu de te détendre parce que. C'est vrai qu'il y a ça, mais là, je le dis, puis je continue quand même à écrire des statuts, puis aller voir s'il y a des likes, puis tu sais, mais reste que pour en jaser avec du monde de notre milieu, de faire hey, tu te rends compte? Tu payes ton char, ton loyer, puis ta bouffe, puis honnêtement, tu te claques quand même du resto, ta vie va bien. Tu sais, je suis heureux de dire je gagne ma vie, puis sincèrement, je gagne mieux. Ben là, pas là parce que c'est le site confinement puis qu'il n'y a pas de show, mais je gagne mieux ma vie que quand j'étais ergothérapeute ou ostéopathe. Je fais comme. C'était un petit peu ça aussi, moi, mon but de faire OK, je vais lâcher ça, ce milieu sécuritaire de la santé avec un fonds de pension puis une paye à côté aux 2 semaines pour quelque chose d'un petit peu moins clair. Extrêmement Avec- moins clair. mais tu sais, de faire OK, ben, je réussis à gagner autant ma vie. Moi, dans ma tête, j'ai fait OK, ben ça au moins, c'est atteint, je suis content de pouvoir jouer mon show le plus souvent. Après ça, c'est du bonbon. Là. C'est juste, c'est un bonheur. Ouais. Tu jouais au water polo. OK? Tu Ouais. as commencé ce sport-là bizarre quand? Parce que je peux comprendre, je veux jouer au hockey, je le vois à TV. Je peux comprendre, je joue au football, encore là, je le vois à télé. Le soccer. Mais comment tu t'es retrouvé dans une piscine à apprendre un sport extrêmement curieux et étrange? C'est tellement. Ben, tu sais quoi? Je pense vraiment que ça va venir de la question d'avant du désir de plaire. C'est que moi, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu une piscine là, chez nous. Là, je disais aux parents, je veux une piscine. Mes parents m'ont fait hey, on t'en a fait construire une au coin de la rue, puis c'était la piscine municipale, mais c'était littéralement à 1 minute de chez nous à pied. Moi, tout l'été, j'avais ma carte d'abonné, j'allais me baigner. Puis un été, J'avais une piscine dans ma cour et je marchais 20 minutes pour jouer au basket. Ou ah 20 ben tu vois. Ah ben tu vois, moi j'aimais tellement ça, me baigner, puis j'aimais l'eau, j'aimais ça nager, puis je voulais devenir sauveteur à la piscine au coin. Puis c'est ce que j'ai fait après. J'ai été sauveteur pendant 10 ans à cette piscine-là. 10 ans. Mais moi, j'ai joué au hockey pendant 9 ans, puis je tripais à jouer au hockey. Mais encore une fois, tu vois, j'étais Pee-wee A. Mais je patinais super vite. J'étais bon, j'étais défenseur de reculons, mais je n'étais pas capable de faire de slap shot. Et je me rappelle que quand on a joué une coupe de game, ils ont fait hey, on a un gars qui patine moins vite, mais qui peut faire des tirs de la pointe. Fait qu'il m'avait descendu dans le Pee-wee B, j'avais dit je ne veux plus jouer. Je ne veux plus jouer au hockey. Puis dans cet été-là, c'est un drôle d'adon, mais à la piscine, il y avait comme mon coach de polo, là, Marc, qui était là, puis qui avait comme drafté des jeunes. Fait que j'ai joué, puis pour nous encourager, ça ne coûtait rien. Puis il mettait une bourse pour le meilleur compteur à la fin de l'été. Fait que moi, tu comprends que j'avais un objectif d'être le meilleur compteur. J'étais, mon gars, vu que je nageais vite, mangeur de ballon, j'ai fini premier compteur, j'ai eu la bourse. Après ça, il m'a dit hey, t'es bon, Guillaume, tu veux-tu jouer au water polo? Puis j'étais comme ah, je sais pas, puis tu sais, j'ai arrêté le hockey, puis je veux pas. Puis il Le a fait water polo, ça amène à rien. ouais, effectivement. Ben, J'aime avoir ce sport-là parce que ça amène un peu, tu sais, au hockey, tu peux un peu rêver, tu peux jouer. Le ouais. water polo, le Ben, attends. plafond arrive vite. Ben, il y a des. Parce que nous, on connaît pas ça, mais il y a quand même des équilibres. Va voir du water polo aux Olympiques, man. C'est hallucinant, là. C'est Ils incroyable. sont 11 par équipe, ils sont 11 par pays. C'est quand même. Oui, oui, exact, exact. Mais il y a quand même l'équipe du Canada, tu sais. Veux pas, moi, j'ai des gars avec qui j'ai joué qui sont dans l'équipe du Canada, tu sais. Fait que, mais des gars contre qui j'ai joué, pas avec qui j'ai joué. Saint-Hyacinthe, c'est assez mince le bassin, là. Mais Juste bref. pour mettre un peu en contexte, le water polo, si on veut, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu le soccer, mais dans l'eau. Puis, non, c'est plus comme la crosse, parce que non, ça pas c'est quoi la crosse, mais C'est comme le handball là, ouais, dans l'eau. le but, c'est lancer un ballon, faire des buts, lancer un ballon dans des filets. Et pour mettre un peu en contexte, c'est un des sports les plus violents parce que ce qui se passe en dessous de l'eau reste en dessous de l'eau. Ouais, ouais. Il y a ça. Puis maintenant, en plus, les arbitres checkent nos doigts au début parce que il y a du monde qui se coupait comme les ongles en biseau pour être comme coupant. Ah, je te dis, c'est violent le polo, là. Ouais, ouais. Fait que. Puis tu sais, nager aussi, tu es toujours en train de nager parce que c'est 12 pieds partout, tu touches jamais au fond. Oui, si dans la vie tu veux être cut, fais un camp d'entraînement. Mettons, tu dis, hey, moi dans la vie, je vais être découpé, fais un camp d'entraînement water polo. Ça, Non, mais faut que tu continues à jouer quand même, que tu fais juste le camp. Mais bref, anyway. J'ai aimé ça cet été-là. Il m'a demandé de venir jouer dans la saison d'hiver, là, dans les piscines intérieures. Puis j'ai dit ah, mais j'ai pas l'argent. Il dit non, non, tu vas rentrer sans payer.
Puis après ça, il m'a vraiment eu. Il a dit, on va remettre une bourse pour le meilleur compteur, puis on va faire des matchs à tous les week-ends. Puis je suis allé jouer, puis j'ai encore fini le premier compteur. Puis il a fait, ben ta bourse sert à payer ton adhésion. Fait que, tu sais, en bout de ligne, il m'a hooké de même. Puis j'ai commencé à jouer à water polo. Puis j'ai joué pendant, je pense, un bon 10 ans. Là. Wow! Ouais, j'ai joué pendant 10 ans. J'ai joué de 12 à 22 ans. Puis à ma deuxième année d'université, quand j'étais à McGill, mon coach m'a appelé, puis c'est ça où tu voulais m'emmener, là. C'est qu'il m'a juste dit, Guillaume, je suis rendu coach à Montréal, tu venais jouer pour mon équipe de gay. Puis moi, je pensais que, genre, une insulte, comme on se disait jadis, est-ce que t'es fif, qui était inacceptable, mais on se disait ça quand même. Fait que j'ai fait, ah, OK. Mais il était juste totalement honnête. C'était une équipe strictement d'homosexuels. Puis moi, je le savais pas. Fait que je jouais au water polo avec les gars. Puis un moment donné, de fil en aiguille, ils font, hey, on a été classés, on peut aller aux Hot Games. Puis là, j'ai fait, les Olympiques gays! On crée se être gay! Et c'est là que j'ai réalisé que tous mes camarades de water polo étaient homosexuels. Fait que j'ai fait les Hot Games. Je les ai faites. C'est ça aussi. L'anecdote, c'est de se mettre dans des situations que jamais tu penserais vivre. Fait que quand ils m'ont dit, tu veux-tu faire les hard games, j'ai fait, ouais, ça deviendra drôle au pire. Surtout que j'ai observé des humoristes qui aiment les anecdotes. Vous mettez toujours dans les pires situations. Vous faites toujours, Oui. on va aller il y a un restaurant, il paraît que des fois, il y a des hot dogs. On devrait y aller. Vous êtes toujours dans les pires situations. On veut le vivre, mais il faut que tu vives des choses pour les écrire, tu sais. Si tu veux quelque chose de hors du commun, ben essaie de vivre des choses que tu fais pas. Ouais. Yeah. C'est quoi, qu'est-ce qui. OK, oui, je me demande, est-ce que c'est difficile à être avec Faneuf, la plus grosse boîte? Est-ce qu'il y a une pression ou pas du tout? Ben, la pression, c'est nous-mêmes qui se la met, là, parce que eux, là, sincèrement, hein? Oui, mais c'est. OK. Ben, ça dépend, mais moi, pour ma part, en tout cas, je parle que, tu sais, moi, ça s'est fait vraiment par étapes. Premièrement, je suis rentré chez Faneuf en étant en corporatif. Parce que puis ça a été un drôle d'annonce aussi. C'est Sam Breton était malade, il était déjà en corpo là-bas, il avait signé pour son one-man show. Il tombe malade, il fait si Pinot va me remplacer. Faneuf m'appelle, ils font Sam, il nous a recommandé toi, je le remplace dans un corpo d'une heure, ça va super bien. Les autres reçoivent un message, ils font Hey, ben, t'accepterais-tu de rentrer en corpo avec nous? Fait qu'eux autres deviennent mon agence de booking de corpo. Puis après ça, je fais Hey, ben moi, j'ai du fun. Puis là, je suis rendu la première partie de Phil Roy. Fait que là, je suis rendu dans le payroll de Faneuf toutes les semaines parce qu'avec Phil, on est en tournée pendant 3 ans. Puis après ça, quand la tournée finisse, je fais comme ben moi, j'ai aimé ça. Puis j'aimerais ça faire mon show. Ah, ben, on produit ton C'est une show. super boîte de production. C'est vraiment une belle Ben, boîte de gérance, une belle boîte de production. exactement. Fait que non, j'ai pas de pression, mais je veux travailler puis les rendre fiers eux autres aussi. Fait que tu sais, quand j'ai des meetings avec la prod, c'est sûr que ce qu'ils m'apportent comme conseil, je fais, ben ils sont habitués, hein. Fait que je leur fais confiance. Puis c'est vraiment, je sais là, qu'on dit souvent ça, puis quand ils reçoivent les Oliviers, les artistes disent, on a une belle famille, mais pas vrai chez Faneuf, c'est une famille, puis l'artiste est mis de l'avant. Si je fais, hey, sais-tu quoi? Je veux pas ça, j'aimerais ça. Puis ils font OK. Ou tu sais, moi, je me rappelle au début, j'étais comme je veux faire une grande salle. Puis t'es comme Guillaume, t'es pas prête à faire une grande salle. Je veux faire une grande salle. Tu veux faire une grande salle? Parfait. On va commencer par te mettre une salle B, mettons, là, puis tu vas voir. Puis tu sais, aussi te rendre compte, tu fais Hey, je suis rendu à un moment où ça va bien, mais pour l'instant, j'ai le momentum n'est pas assez pogné pour faire OK, on te met des Saint-Denis puis des salles de même. Commence par faire des petites salles, puis rode ton show. Il y a mieux que je joue plus souvent dans des petites salles qu'une fois dans une grosse salle à moitié pleine. C'est Tu sais, brillant. moi, ben, ce qui est vraiment bon parce que tu améliores ton show, puis ton bouche-oreille est bien mieux quand tu fais 5 fois une salle de 100 personnes que faire une fois une salle avec 500 personnes, mais qu'il y avait 1000 places de libre, tu comprends? Fait que tout ça, c'est tous des trucs qu'eux m'ont appris, puis que je fais comme, ah, OK, ils connaissent la patente, je leur fais confiance, les yeux fermés, puis c'est ça. Je me demandais, vu que tu comptes des anecdotes, toi, il me semble Ouais. que c'est cool pour toi. Encore là, je fabule un peu, tu me dis si je me trompe. Toi, 10 minutes ou 15 minutes, c'est vraiment tough pour toi. C'est comme te couper une jambe. C'est vraiment. Ben, ouais. En fait, c'est quand on m'impose un temps que ça me coupe une jambe, tu sais. Si on me disait, hey, si tu me disais, fais-moi entre 20 et 50, je fais, ah, OK, OK. Mais dire, tu sais, fais-moi une audition, tu as 2 minutes me faire, je vais faire, hey, oublie ça, man. Moi, la minute là, sans humoriste en 1 minute, je suis comme,
ben, tire-moi dans les gosses, c'est aussi pire, là, tu En 4 comprends? minutes, c'était quelque chose pour toi. Non, c'est ça. Fait que j'ai ça. Puis c'est pour ça que quand je suis tombé avec mon show, j'étais comme, au début, ça part lent, je parle au monde, OK, ils sont installés. Puis là, quand ça part, là, Fait ben, pour faire un show, ça, ce qui est génial. T'es fait pour exact. te coûter 1 heure et demie, c'est génial. Exactement. Puis tu vois, moi, encore une fois, j'ai de la misère. Au début, mon show était 2h16. Puis après Okay. ça, on l'a baissé à 2 heures. Puis là, il est rendu 1h35. Puis mon but, c'est de l'amener à 1h25. C'est vraiment difficile pour moi de couper parce que tu le vois quand je te jase ou si tu me poses une question, je m'égare dans ce que je dis pour revenir. Je mets trop de mots pour expliquer mes affaires. Fait que c'est pour ça que j'ai un script éditeur. Je suis d'accord. Je trouve que tu n'utilises pas trop de mots, c'est ton style. Tu aimes mettre les choses en perspective. Tu racontes. Ouais. Tu racontes. C'est vraiment une question de personnalité. Moi, c'est une des raisons pour que j'ai été invité sur des personnalités très, très, très différentes. Moi, mon objectif dans la vie, c'est expliquer de quoi de compliqué en 16 mots. C'est ça qui me fait triper dans la vie. C'est avoir. Moi, j'adore Chris Rock qui explique des trucs compliqués en 3 Ouais. 10 puis qui s'en va autre chose. Mais. Il explique des trucs compliqués en 3 mots, sauf qu'il le répète 16 fois. C'est ça l'affaire, Chris Rock. My mother is my. Asti qui répète, mon gars, tellement. Je sais, c'est Ravary au début qui m'a dit Pino, écoute Chris Rock, tu vas comprendre ce que je veux t'expliquer. Oui, il explique vraiment, mais lui, il va recommencer. En fait, il va faire 18 gags avec le début de prémisse, puis après ça, bang, tu sais. Ce que j'ai trouvé en l'écoutant. Mais je ne suis pas un professionnel de Chris Rock. Mais ouais, moi, je m'égare quand j'explique mes affaires. Tu t'égares pas, ça. parce que le but, c'est d'écouter. On oublie que avant tout, le but, c'est d'écouter, mais tu t'égares pas. C'est pas comme si t'arrêtes c'est pas comme si en plein milieu, tu arrêtes de faire de l'humour et tu fais « Ah, je n'ai pas compté ça, j'ai un nouveau chapeau. » De quoi il parle? Tu t'égares pas, ça fait partie de ton numéro. Mais dans mon show, puis je tiens à le garder de même, mais j'ai 2 numéros dans lesquels il y a un numéro, tu comprends? Tu sais, je pars, puis là, j'explique que je vais sur une date, puis la date, elle veut qu'on boive, puis je dis, ah ben moi, j'ai arrêté de boire, puis là, je pars sur l'histoire de pourquoi j'ai arrêté de boire, puis quand je finis, je fais, vous vous rappelez que j'étais sur une date, hein? Fait que la fille, puis le monde, je sais qu'au début, genre, autant mon gérant que mon script éditeur, puis mon metteur en scène ont fait, mais pourquoi tu fais pas juste 2 histoires distinctes, puis t'es entremêles tout le temps? Je fais, non, mais j'aime mieux la faire de même, tu sais. C'est comme monter comme Pulp Fiction, un peu tout croche, mais en bout de ligne, tu vas faire ah, OK, ouais, non, là, je comprends où il voulait en venir. Je sais pas. Fait que j'aime ça raconter de même. Je trouve ça brillant. Non, mais moi, je trouve ça cool. Puis aussi, ce que j'aime quand je te vois sur scène, c'est tout le temps toi. Tu te dénatures vraiment pas. À chaque fois que tu es sur scène, tu es le même gars en coulisses. Des personnages de scène, il y en a qui en ont, puis c'est tout à fait légitime. Ouais. Je suis même jaloux de ça, là, de trouver un personnage de scène puis pouvoir exprimer des choses avec le personnage. Toi, tu es vraiment comme il y a 3 minutes 30 dans la loge. C'est vraiment cool. Mais c'est parce que. Mais non, ça par rapport, tu peux t'aimes l'artiste, mais tu sais, moi, j'aime ça quand, justement, à la fin des shows, quand le monde vient de me voir, ils font OK, t'es vraiment le gars. Ouais. Tu sais, t'as comme le personnage, mettons, tu prends. Mais même Bellefeuille, il a dimé son personnage, mais quelqu'un qui fait un gros personnage, tu le vois. Prenons Sexe Légal, par exemple. Chris Rock, est même. Personne ne parle d'un dans la vraie vie. Tu sais. Ouais. Ben, les Denis, tu sais, tu rencontres Vincent puis Sébastien, tu fais comme dude, les gars sont tellement fins, mais si tu tripes juste les Denis, ça, t'es cross, tu fais-moi de l'absurde, on va faire hey, crisse-moi patience, le show est fait, comment ça va, tu comprends? Je trouve ça fort, tu sais, les autres, on dirait qu'ils peuvent prendre un break. Moi, je suis avec moi tout le temps, puis c'est moi que tu vas sur scène. Fait que, bref, je sais pas si c'est clair ce que je disais, mais. Extrêmement clair. On dirait que t'es comme Dieu en ce moment. T'es comme des rayons lumineux, mon gars, avec une aura. Ouais, c'est beau. Moi, je suis pas content de mon éclairage, mais je suis content. Parce que je suis obsédé avec mon éclairage. Mais ouais, c'est pas si pire. Ah ouais, ça doit faire 1 heure. Moi, j'avais dit. Parce que moi, je fais un FaceTime de confinement avec Pat Grou, vu que je m'ennuie de lui pour mourir. Fait que. Je comprends ça. Mais, premièrement, je veux te dire que j'admire ton talent. Deuxièmement, je fin. te remercie pour ton temps. Et troisièmement, j'espère que ton confinement va bien se passer. Et que je veux aussi te remercier d'avoir accordé du temps. J'ai vraiment aimé ça, échanger avec toi. C'est un plaisir, Thomas. T'es bon en entrevue, Thomas. Tu vas avoir ton show télé, mon gars. Tu devrais. T'es tellement bon. T'es bon. Mais c'est gentil. Bref. Mais j'entends un bébé pleurer, fait que va t'occuper de ta fille. De l'être humain qui a besoin de mon aide. Super. Bon, je t'embrasse, Charles. À 2 mètres de distance, par exemple. OK, bye.